je ne vais pas parler de vous parce que j'ai peur d'oublier l'une de vos casquettes. Je sais qu'elles sont plutôt nombreuses. En tout cas, je me souviens que vous êtes médecin, je me souviens également que vous êtes journaliste, que vous êtes écrivain, la preuve, et que vous êtes aussi un spécialiste de l'épidémiologie. Peut-être que j'oublie d'autres casquettes parce que vous êtes multi-instrumentiste. Donc, je vous laisserai vous présenter ou préciser le portrait chinois que je viens de dresser de vous. Mais ce que je veux juste exprimer, c'est une fois encore le grand intérêt que j'ai eu à lire vos pérégrinations, qui sont à la fois historiques et qui, à ce titre-là, peuvent être parfaitement en ligne avec certaines des réflexions que l'IHEDN et l'association des auditeurs de l'IHEDN peuvent mener, mais aussi évidemment sur cette question d'une brûlante actualité et cette question largement sociétale, au-delà même de la sécurité, au-delà même de la défense, de la destinée humaine, que vous traitez de façon, de mon point de vue, magistrale. Donc, je vous remercie, Jean-David, d'être à nouveau parmi nous. Je vais vous laisser la parole pour 45, 50, 55 minutes. Et puis, je suis sûr que certains vont brûler de vous poser quelques questions parce qu'une fois encore, on ne peut pas être davantage d'actualité que vous-même vous l'êtes ce soir pour nous. Merci infiniment de votre présence, de votre générosité et de votre amitié. Merci beaucoup Frédéric pour l'invitation et pour l'introduction. Vous n'avez rien oublié, je pense. Donc en gros, moi, je m'appelle Jean-David Zetoun, je suis gastro-entérologue, j'ai 42 ans. J'ai été interne et chef de clinique à Paris. Je me suis installé comme gastro-entérologue à Paris et j'ai effectivement aussi un doctorat en épidémiologie clinique qui m'a valu de faire à la fois du conseil pour les industries médicales et les industries pharmaceutiques et de la recherche en épidémiologie. Et donc, j'ai écrit un livre sur l'histoire de la santé humaine que j'ai publié aux éditions de Noël le 5 mai 2021, qui est traduit en 5 langues et qui va être probablement adapté en documentaire et en bande dessinée. Et donc, j'ai eu le plaisir d'aller à l'ESCP pour faire un cours à des étudiants qui étaient déjà surinformés, mais qui apparemment ont quand même apprécié l'intervention. Donc, merci Frédéric. Je commence. Alors, hop, attendez. Voilà. Donc, l'histoire de la santé humaine, si on considère seulement un indicateur, mais qui est quand même l'indicateur le plus parlant peut-être, ou en tout cas c'est un de ceux qui est le plus utilisé, le plus cité, qui est l'espérance de vie, ça donne en gros des courbes comme ça, sur des pays qui sont importants pour nous, puisque c'est soit nous, soit des pays qui sont proches de nous géographiquement ou du point de vue de leur développement. Et donc, on peut diviser le graphe en 3 parties. Une première partie qui va depuis la révolution néolithique jusqu'à à peu près le milieu du XVIIIe siècle. Une deuxième partie qui va du milieu du XVIIIe jusqu'au milieu du XXe, donc 200 ans. Et puis une dernière partie qui est la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà les 3 parties. Une première partie de stagnation, une deuxième partie d'une progression, mais qui est une progression grâce à la santé publique, donc c'est une progression de masse. Et ensuite, une troisième partie après la Deuxième Guerre mondiale, où la progression continue. Elle continue au même rythme. Elle concerne tout le monde, mais elle se fait en ciblant les individus et non plus en ciblant la masse. La question en suspens, à laquelle je n'ai pas la réponse, mais je vais essayer de vous donner des éléments de compréhension, c'est est-ce que depuis à peu près 2010, on est entré dans une 4e période qui est plus turbulente que les 2 précédentes, ou est-ce qu'on va continuer un petit peu comme on s'est toujours débrouillé malgré les difficultés, puisque le présent est turbulent et le futur va être turbulent, mais le passé aussi a été turbulent. Alors la première période, c'est une période de stagnation statistique terrible qui commence, comme je vous ai dit, au moment de la révolution néolithique. Il y a quelque chose qui est contre-intuitif, mais on pense très fortement qu'à partir du moment où la révolution néolithique s'est faite, l'espérance de vie, donc la longévité humaine, c'est-à-dire la durée de vie moyenne à laquelle les humains peuvent s'attendre à un moment donné, a baissé par rapport à quand les humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Quand les humains se sont installés et ont formé des sociétés, ils ont commencé à vivre dans leurs déchets. Et à ce moment-là, ils ont vu une montée de certaines maladies microbiennes qui ont tué les enfants et les adultes aussi, et qui ont fait baisser l'espérance de vie. Donc on pense que depuis la révolution néolithique il y a 12 000 ans, jusqu'à à peu près le milieu du 18e ou la fin du 18e dans certains pays, on a eu une espérance de vie moyenne qui était comprise entre 25 et 35 ans.
mais avec des commentaires supplémentaires. Donc, le premier commentaire, c'est que c'était fluctuant. Il n'y avait pas de régularité importante. Ça pouvait être 25 ans d'espérance de vie une année, et puis beaucoup plus l'année suivante, et puis ensuite, ça redescendait. Alors, cette fluctuation qu'aujourd'hui, on ne voit plus hors période de guerre ou de pandémie, là, on l'a vu récemment, mais même récemment, on l'a vu avec un impact qui a été très amorti. En France, on a perdu, entre guillemets, seulement 6 mois d'espérance de vie. C'était lié au fait que le monde était un monde de crise. Donc, il y avait 3 types de crises, les crises épidémiques, les crises de violence, les guerres, et puis les crises nutritionnelles avec les familles. Donc, le monde de crise faisait que la santé était tout le temps en crise, avec des variations très importantes qu'aujourd'hui, on ne connaît plus vraiment. Et donc, cette moyenne de 25 à 35 ans d'espérance de vie, c'était une moyenne. Vous savez que mathématiquement, la moyenne est très influencée par les valeurs extrêmes, contrairement à la médiane qui est moins influencée. C'est pour ça qu'en médecine, d'ailleurs, on utilise souvent la médiane. Et donc, c'était une moyenne qui recouvrait des disparités très importantes, avec beaucoup de gens qui mouraient très jeunes. Et puis, un certain nombre de personnes qui arrivaient, une fois qu'ils avaient dépassé l'adolescence, à aller vers une espérance de vie moins indécente, c'est-à-dire à peu près 60-65 ans. Mais le fait que la mortalité infantile était très importante, ça avait un impact majeur mathématiquement sur l'espérance de vie. Et donc, on se retrouvait avec une moyenne de 25-35 ans qui ne reflétait pas les parcours de vie des personnes, mais qui reste une réalité mathématique. Il y avait 3 causes de mort qui étaient dominantes. La première, c'est ça, les épidémies, les endémies, les microbes. Donc, je rappelle qu'une endémie, c'est un microbe qui est tout le temps là, alors qu'une épidémie, c'est quelque chose qui se manifeste de façon plus épisodique. Et puis, une pandémie, c'est une épidémie mondiale. La deuxième cause majeure de mortalité, c'était les famines, donc ça, c'est la grande famine. Et puis, la troisième cause, c'était la violence entre les humains, donc pas tant au sein des sociétés, mais plutôt entre une société A et une société B, donc ça s'appelait les guerres, et ça ramassait beaucoup de monde à chaque fois. Alors, ces crises agissaient un peu en synergie avec, par exemple, quand vous aviez une épidémie, les gens étaient malades, donc ils restaient chez eux, donc ils ne pouvaient pas aller dans les champs. Donc, du coup, les récoltes de nourriture pour l'année suivante étaient mauvaises. Donc, du coup, il y avait de la sous-nutrition. Et donc, il y avait des cercles négatifs, vicieux qui s'installaient facilement et puis qui étaient ensuite suivis d'autres cycles plus positifs. Mais voilà, ces causes négatives agissaient en synergie contre les humains et contre les sociétés. Tu auras ton repas ici? Non, Et puis, il y a un deuxième élément qui frappe, c'est que ces causes de mort étaient liées à 2 déterminants qui sont le déterminant environnemental et le déterminant comportemental. Alors, le comportement, c'est la violence. Le déterminant environnemental, c'était évidemment les microbes qui étaient présents dans l'environnement et qui n'étaient pas connus. On ne savait pas que les maladies étaient microbes dans la majorité des cas, même si on avait observé parfois la contagion. Et la nutrition, puisque l'environnement n'était pas assez généreux, il n'était pas assez bien manipulé par les humains. Et donc, il ne donnait pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde, en tout cas de façon assez fréquente. Alors, les fluctuations, ça donne ça. Si on prend juste le cas de l'Angleterre, donc ce sont les données anglaises, ce n'est pas des données directes, c'est ce qu'on appelle des données indirectes, c'est-à-dire des données qui ont été établies par reconstitution à partir, non pas des statistiques d'état civil qui n'existaient pas avant le XVIIIe siècle, mais à partir des données paroissiales. Et donc, avec les données sur les baptêmes, les enterrements, on pouvait, en tout cas c'est ce qu'on fait comme travail les démographes, essayer de reconstituer une espérance de vie, bien qu'on pense que ces données aient tendance à sous-estimer la mortalité parce qu'il y avait des enfants très jeunes qui mouraient et qui n'étaient pas déclarés, qui n'étaient même pas enterrés probablement. Donc voilà, donc c'est des données qui sont fragiles, mais c'est des données qui montrent quand même que l'espérance de vie est médiocre et que les fluctuations sont très importantes d'une année sur l'autre ou de 2 ou 3 années sur l'autre. Ça, c'est des données un peu plus récentes, c'est-à-dire plutôt 18e, 19e d'une autre géographie, donc la France, la Suède et d'autres pays scandinaves. Et là encore, vous voyez qu'il y a des variations qui sont considérables. C'est pire qu'un électrocardiogramme, alors que quand on ira regarder tout à l'heure les données d'espérance de vie du 19e, du 20e et du 21e, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus régulier. Donc, comme je vous ai dit, on ne connaissait pas l'existence des microbes. On pensait que beaucoup de maladies étaient liées à quelque chose qui était plutôt atmosphérique, qu'on appelait les miasmes. L'étymologie du mot miasme, c'est le mauvais air. Et donc, en gros, les moyens de défense étaient inadéquats, pas seulement technologiquement, mais en termes de compréhension de ce qui se passait. Le deuxième problème, c'est que l'agriculture n'était pas mécanisée ou très peu mécanisée et qu'elle était sensible aux aléas météorologiques et climatiques.
Et donc, la perception que le climat avait une influence sur la santé humaine, c'est quelque chose qui est très ancien, qui date de ça, qu'on a un peu oublié après pendant longtemps, parce que la technologie a permis d'être insensible au climat. Et puis là, maintenant, c'est une autre histoire aujourd'hui. Donc la synergie, je vous en ai parlé, et si on prend les 4 déterminants classiques de la santé qui sont la biologie, l'environnement, le comportement et les soins, eh ben, on en a un qui était quasiment absent, qui était justement les soins, puisque on n'avait pas de médicaments, pas d'intervention chirurgicale de qualité, pas d'organisation des soins. Les hôpitaux servaient à accueillir les gens pauvres ou les gens avec des maladies mentales, mais la médecine n'avait probablement pas d'impact, en tout cas pas d'impact statistiquement perceptible sur l'espérance de vie, et donc elle n'était pas prise en compte. Alors qu'après, on va voir que la médecine a joué un rôle majeur dans la poursuite de la croissance de l'espérance de vie après la Deuxième Guerre mondiale. Alors la phase 2, c'est la première phase de progression, la première fois à partir de laquelle les humains arrivent à faire progresser de façon durable leur espérance de vie, c'est la période qui commence à peu près au milieu du XVIIIe siècle dans certains pays ou à la fin du XVIIIe siècle dans d'autres, et qui voit que l'espérance de vie va augmenter au même rythme pendant 200 ans. Et alors, c'est très difficile de savoir rétrospectivement grâce à quoi l'espérance de vie a progressé, ou en tout cas de quantifier l'apport des différents éléments, mais en gros, ce qu'on sait avec quasiment certitude, c'est que la progression s'est faite par la santé publique, donc pas par la médecine, avec un type de maladie ciblée qui était principalement les maladies microbiennes, et avec une population bénéficiaire qui étaient les enfants, puisque c'était la mortalité infantile qui était importante à cause des microbes. Et à partir du moment où on a commencé à réprimer les microbes, on ne les a pas supprimés, on ne les supprimera jamais, mais on les a réprimés, ce sont les enfants qui ont mécaniquement bénéficié en premier de cet environnement relativement désinfecté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mathématiquement, c'est super efficient. Parce que comme la moyenne est influencée par les extrêmes, si vous agissez sur les extrêmes, tout de suite, ça va se répercuter de façon importante sur la moyenne. Et donc, la progression d'espérance de vie qui a tenu un rythme constant de, en gros, 4 mois par an, c'est-à-dire à chaque moment, on mangeait, on volait un quart du temps, 6 heures par jour, 4 mois par an, 2 ans et demi par décennie, et qui a tenu et qui a fait jusqu'en 2010 qu'on est passé de 25-30 ans d'espérance de vie à quasiment 80 et quelques dans la plupart des pays, et bien, ça a commencé comme ça et le rythme a été remarquablement régulier. Alors, on pense, mais c'est sujet à variation peut-être entre les pays et puis surtout les ratios respectifs sont très difficiles à déterminer, mais on pense qu'en gros, il y a 4 causes principales d'amélioration pendant cette période de 200 ans. Premièrement, l'assainissement, c'est-à-dire l'évacuation des déchets des villes. Deuxièmement, l'apport en eau potable. Troisièmement, l'alimentation et la nutrition. Et quatrièmement, la variolisation et surtout les premières vaccinations contre la variole. Je rappelle que le premier vaccin qui a été inventé, ce n'était pas le vaccin de Pasteur contre le rage, c'est le vaccin de Jenner en 1796 contre la variole, et qui était un dérivé de la variolisation, mais en plus sûr et plus efficace. Donc ces 4 éléments, la désinfection des villes avec l'assainissement, l'eau potable, la nutrition et la vaccination, sont probablement les 4 déterminants les plus importants dans la progression de la santé au cours des 200 ans. Ça a commencé dans les pays occidentaux, et puis ensuite ça s'est disséminé dans le reste de l'Europe, aux États-Unis, et puis seulement au XXe siècle dans le reste du monde. Et donc, ce sont à chaque fois des déterminants qui sont liés aux grands déterminants environnementaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la première façon dont les humains ont commencé à améliorer leur santé, leur longévité, leur espérance de vie, c'est par une meilleure maîtrise ou manipulation ou traitement de l'environnement, à la fois pour le désinfecter et pour le rendre plus généreux en nourriture. Et donc, ça donne ça en termes de progression. Ça, c'est l'Angleterre. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup moins d'irrégularités que sur les graphes que j'ai montrés au début de présentation. Et il y a une progression à peu près constante qui fait qu'on passe de 35 ans à, comme je vous ai dit, entre 60 et 65 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est les mêmes graphes, en tout cas les mêmes données pour la France. Donc, vous voyez que là encore, il y a une progression qui est relativement régulière. Vous avez une chute au moment des guerres napoléoniennes, vous avez une chute au moment de la Première Guerre mondiale, qui est suivie tout de suite d'une autre chute au moment de la grippe espagnole, puis de la Deuxième Guerre mondiale. Mais sinon, on a une courbe qui est à peu près régulière. Vous remarquez aussi que quand vous avez une chute, vous avez une trajectoire qui reprend immédiatement son niveau d'avant-chute dès que la période critique est passée, que ce soit une guerre ou une pandémie.
Alors, il y a deux phénomènes qui ont probablement été décisifs selon les historiens dans cette progression. Le premier phénomène, c'est un phénomène cognitif, intellectuel, sur la connaissance, c'est les Lumières, qui ont valorisé justement la science, la connaissance. Et le deuxième phénomène, c'est un phénomène qui est aussi cognitif, mais qui relève plutôt des valeurs et qui est la Révolution française, qui a eu un impact largement au-delà de la France, en donnant une envie de changement, y compris dans les pays où il n'y a pas eu de révolution. En Angleterre, il n'y a pas vraiment de révolution, et dans d'autres pays, il n'y en a pas eu du tout. Mais pour autant, ça a disséminé une envie de changement, et probablement que ça a eu un impact sur la façon dont s'est faite cette transition épidémiologique. Alors, l'autre phénomène important juste après la période de la Révolution française, c'est la transition industrielle, qui a été associée également à une transition urbaine. Et là, on sait que cette transition industrielle et urbaine a joué un rôle un peu mitigé sur la santé, avec probablement des effets ambivalents, et notamment une courbe en J, à savoir que, on va le revoir tout à l'heure, elle a été initialement associée à une détérioration de la santé humaine, pour des raisons que je vais détailler. Et puis après seulement, elle a créé les conditions d'un développement économique qui lui-même a permis de nouveau une reprogression. Voilà, ça c'est un anthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Komlos, qui est un Hongrois émigré aux États-Unis, qui est professeur maintenant dans une université américaine, et une citation d'un de ses articles, l'énigme, donc c'est puzzle, en anglais puzzle de la croissance, implique donc qu'au début, les progrès ne concernaient pas tout le monde, et encore une fois, les premiers à s'engager dans la transition industrielle ont probablement été plus des victimes de la transition industrielle que des bénéficiaires en termes de santé. Mais après, encore une fois, la transition industrielle, d'abord, il y a eu une prise de conscience des problèmes, donc on les a traités. Et ensuite, la transition industrielle, elle a créé les conditions du développement économique. Et le développement économique, lui, alors depuis qu'il existe, jusqu'au XXIe siècle, est corrélé à la santé populationnelle. Donc ça, c'est un autre indicateur que la mortalité de santé, qui est la taille. Et donc, vous voyez que pendant la transition industrielle, quand on regarde la taille de certains groupes humains, on a une baisse de la taille des humains de 3 à 4 cm, ce qui pour une moyenne de taille est beaucoup. Et donc, clairement, ça suggère que la santé de certains humains pendant la transition industrielle a baissé, et puis qu'ensuite, elle a remonté. Alors, c'est différent selon les pays, peu importe. On pense qu'il y a des facteurs qui eux-mêmes ont modulé l'influence de la transition industrielle. On modifie l'influence de la transition industrielle, qui sont sa précocité. Et notamment, les pays qui sont entrés en premier dans la transition industrielle ont probablement plus essuyé les plâtres, et en particulier l'Angleterre, parce que ça a été un choc, ça a été brutal. Deuxièmement, c'est pas tant l'industrialisation que l'urbanisation associée qui a causé une détérioration de la santé. Et donc, l'étendue de l'urbanisation associée a joué un rôle. Aux États-Unis, par exemple, il y avait plus d'espace. Et donc, la transition industrielle a été moins dure pour la santé populationnelle. Et troisièmement, l'alimentation jouait aussi un rôle, puisqu'elle essaye de contrer les effets négatifs de l'industrialisation et de l'urbanisation. Et on sait que, par exemple, pendant cette période, en France, on mangeait plus de viande. Donc, on avait un meilleur état nutritionnel. Et en France, il n'y a pas eu de vraie détérioration de la santé populationnelle pendant la transition industrielle. Donc voilà, donc, globalement, effet négatif initial, positif secondaire, lui-même modulé par d'autres facteurs, puisque la santé populationnelle, c'est évidemment quelque chose qui est complexe et qui est toujours multifactoriel. Alors, j'arrive pas à changer de cap. Voilà, c'est bon. Alors, deux autres points importants. Le mouvement sanitaire et la théorie des germes. Donc, le mouvement sanitaire, c'est quelque chose qui est relativement peu connu en France. C'est une période de l'histoire de l'Angleterre qui, justement, a vu l'Angleterre réagir aux méfaits de l'urbanisation, de la transition industrielle et de la pauvreté, en fait, qui était associée à ça. Alors, il y a toujours des champions pour porter des réformes comme ça, et ce n'est pas toujours des médecins, c'est même souvent des non-médecins. Et Chadwick, quelqu'un qui est très peu connu en France, mais qui est très connu de l'histoire de la santé ou même de l'histoire de l'Angleterre, donc c'était un ancien avocat qui était devenu un parlementaire et qui a énormément œuvré pour la santé des Anglais, mais avec une motivation qui n'était pas spécialement empathique, puisque c'était surtout pour des raisons économiques. Chadwick avait bien identifié un truc qui était connu déjà depuis le siècle d'avant, qui était qu'une population en mauvaise santé était moins performante économiquement. Au passage, c'est quelque chose qui évidemment est toujours valable. Et donc, il a, en 20 ans,
fait passer 2 séries de lois. Une première série de lois sur la pauvreté, puis une série de lois sur la santé. Et c'est grâce à la loi, c'est pour ça que la loi, c'est quelque chose de très puissant en santé populationnelle. Il n'y a jamais eu, ce que j'ai écrit dans les Échos la semaine dernière, il n'y a jamais eu de progrès majeur sans une loi à un moment à son origine, parce que l'économie, sans loi, elle ne tend pas vers des gains de santé populationnelle. Et donc Chadwick a très bien montré ça. Et avec des lois sur la pauvreté et des lois sur la saleté, il a réussi à corriger la trajectoire négative de mortalité de l'Angleterre du 19e siècle. Donc Chadwick, il a travaillé entre 1830 et 1850, en gros. La période de l'Angleterre était de nouveau sur un creux de vague en termes de longévité, et il a nettoyé l'Angleterre. Il a nettoyé l'Angleterre, et en nettoyant l'Angleterre, il a diminué la mortalité microbienne en Angleterre, et donc la mortalité tout court, et donc il a amélioré la santé des Anglais. Et le choléra, par exemple, a disparu en Angleterre. C'est le premier pays au monde où le choléra a quasiment disparu, alors qu'à la fin du 19e, il y avait encore des épidémies de choléra sur le continent, il n'y en avait plus en Angleterre. Le deuxième élément historique extraordinairement important, c'est évidemment la théorie des germes. Donc c'est le remplacement de la théorie des miasmes par la théorie des germes, et le fait que les gens ont commencé à trouver que c'était crédible que les maladies n'étaient plus causées par des éléments atmosphériques, mais par des microbes qu'on pouvait voir grâce au progrès technologique. Et donc, il y a 3 énormes champions de ça qui sont Pasteur, Koch et Lister. Donc, Pasteur, chimiste français, Koch, médecin généraliste de campagne allemand, Lister, chirurgien écossais. Et donc, les 3 ont travaillé là-dessus pour prouver ça. Alors, Pasteur et Koch ont été concurrents, et au début, ils s'entendaient bien, après, ils se détestaient, mais ils ont tous les deux montré des choses incroyables. Lister, c'était un chirurgien, donc lui, il a plutôt montré que la désinfection des instruments chirurgicaux était associée à une réduction majeure de la mortalité chirurgicale, ce qui, premièrement, a amélioré directement la mortalité, puisque les gens ne mouraient plus en opération, ou en tout cas beaucoup moins. Et deuxièmement, ça a ouvert le champ de la possibilité en chirurgie, puisque les gens acceptaient de se faire opérer, puisqu'ils savaient que ce n'était pas forcément synonyme d'infection post-opératoire et de décès. Donc ces 3-là sont les champions de la théorie des germes. Ils ont utilisé la science, mais aussi la communication et l'activisme, parce que leur caractère a été important. Avant eux, il y avait déjà eu des champions, mais en tout cas, c'était des champions qui étaient des losers, parce qu'ils n'avaient pas réussi à convaincre leur communauté. Il y a un type très connu qui s'appelle Semmelweis, qui était un obstétricien hongrois, immigré en Autriche, qui a souffert d'antisémitisme, mais aussi de discrimination cognitive, entre guillemets, et qui n'a pas su convaincre les obstétriciens qu'il fallait se laver les mains avant d'accoucher les femmes. Donc lui, il l'a montré statistiquement, c'est-à-dire scientifiquement, mais il a été disqualifié, il est mort à l'asile, et il n'a pas été influent finalement, à part historiquement. Pareil pour John Snow, qui était un anesthésiste reconverti en praticien de santé publique, qui a montré la transmission du choléra par l'eau, mais qui n'a pas convaincu grand monde, qui est mort peu après et qui n'a pas eu d'impact. Donc ces gens-là, ils ont convaincu parce que c'était des immenses scientifiques, Pasteur, Koch et Lister, mais aussi ils avaient une force de caractère qui leur a permis de résister aux gens qui ne voulaient pas croire à leur théorie, y compris dans l'establishment. Et donc, ça a changé la vision des maladies, la vision de la santé et la vision du monde, puisqu'on s'est rendu compte qu'on vivait dans un monde où on était environné par des microbes. Et il y en a certains qui sont mauvais pour nous, il y en a certains qui sont bons pour nous, il y en a certains qui sont neutres, mais en tout cas, notre traitement de l'environnement doit tenir compte du fait que les microbes sont normaux dans l'environnement. Donc ça, c'est Chadwick, ça, c'est Pasteur avant son accident vasculaire cérébral, ça, c'est Koch, et ça, c'est Lister. Alors, la deuxième phase de la progression de la longévité humaine, c'est la phase médicale, où on a une progression qui, encore une fois, reprend au même rythme de 4 mois par an, mais grâce à la médecine et à la pharmacie. Les enfants ont pratiquement tous été sauvés, la mortalité infantile est minime, et donc on se retrouve avec beaucoup d'adultes qui développent plus de maladies chroniques. Et donc, ce sont ces maladies chroniques qui vont être ciblées, et les 2 plus fréquentes après la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore aujourd'hui les 2 plus fréquentes dans le monde, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, donc infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, et les cancers, toute localisation confondue. Alors en fait, la transition entre les 2 périodes, elle a probablement eu une petite période d'articulation entre 1950 et 1970, où il y avait encore un peu de maladies microbiennes qu'on pouvait réprimer, notamment grâce à des nouvelles vaccinations, notamment la rougeole, et aussi grâce aux antibiotiques. Vous savez que la majorité des antibiotiques ont été développés dans la période après Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été inventés avant, mais il n'y en avait pas beaucoup avant. Et ils ont été très fortement développés après, et ça a eu un impact très important sur la longévité humaine. Ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Samuel Preston, qui est un démographe et sociologue qui travaille à Philadelphie, que j'ai interrogé pour mon livre d'ailleurs, qui est très gentil, et qui a fait des travaux majeurs de démographie.
Et notamment les premiers travaux qui l'ont fait connaître, c'est des travaux qui corrélaient le revenu à la longévité. Donc, vous voyez qu'il a mis en évidence une corrélation formidable en recueillant des masses de données à une époque où c'était très difficile de les collecter et en corrélant simplement deux données, les revenus et la longévité, et en montrant qu'il y avait une corrélation. Néanmoins, il avait observé que les progrès de longévité ne pouvaient pas seulement être expliqués par le déterminant économique, et donc il a observé un écart qui devait être dû à autre chose, et donc indirectement, il a montré que cette période entre 1950 et 1970 avait vu la longévité progresser aussi grâce à la médecine, c'est-à-dire les vaccins et les antibiotiques, comme je viens de le dire. Alors, la première maladie chronique qui a été contre laquelle on a bien lutté, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'est à partir du milieu des années 60, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, les démographes ont appelé ça révolution cardiovasculaire. Il faut savoir que c'était une révolution qui était imprévue et que quand vous regardez des articles de l'après-Deuxième Guerre mondiale, vous avez beaucoup de gens qui disent on ne pourra pas faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. On a une espérance de vie de 65 ans, voire 70 ans. C'est le max. On ne peut pas lutter contre les maladies cardiovasculaires. C'est des maladies liées à l'âge. C'est inévitable. Et du coup, on s'en est aperçu avec à peu près 10 ans de retard. Vous voyez cet édito dans le JAMA, qui est une des plus grandes revues de médecine, qui date de 1974, où vous avez un épidémiologiste et un cardiologue qui demandent mortalité coronarienne, que se passe-t-il? Et donc là, les gens sont en train de se rendre compte que depuis le milieu des années 60, c'est-à-dire 64-65, la mortalité coronarienne baisse aux États-Unis. On s'en est rendu compte avec 10 ans de retard, parce qu'il y a un phénomène d'inertie, et puis parce que les statistiques étaient moins vigilantes qu'aujourd'hui. Et après cette période du milieu des années 70, il y a commencé à avoir des groupes de recherche en épidémiologie cardiovasculaire et qui ont essayé de déterminer les causes de l'amélioration. Et donc, ils ont conclu de façon relativement fiable, et c'est toujours la conclusion est la même aujourd'hui, qu'à peu près la moitié des progrès étaient liés à la prévention, notamment aux États-Unis, à la baisse du tabagisme dès après la publication du rapport du Surgeon General en 1964, mais aussi le traitement de l'hypertension, par exemple. Et la moitié de l'amélioration de la mortalité coronarienne était due au traitement des infarctus, avec notamment le comptage cardiovasculaire qui commence à se développer dans les années 60 et qui se développe là pour le coup de façon quasiment exponentielle. Donc voilà, le début de la mortalité, de la révolution cardiovasculaire, c'est ça. Et c'est une révolution qui s'est prolongée pendant pratiquement 50 ans, puisque, y compris après les années 2000, on va le voir sur un graphe juste après, vous continuez à avoir une baisse de la mortalité coronarienne et cardiovasculaire. Donc voilà, ça c'est un exemple français. Donc vous voyez qu'au début c'est très élevé et ça stagne, hein, c'est la courbe rouge. Et puis vous voyez qu'à partir de l'après-guerre, ça commence à baisser, et ça baisse de façon continue, y compris après 2005. Alors le cancer, qui est la deuxième maladie chronique la plus fréquente au monde et qui est même la première en termes de mortalité dans certains pays riches, il y a eu aussi une amélioration de la santé, enfin de la mortalité par cancer, mais ça a été plus difficile et plus inégal. Ça a été plus difficile et plus inégal parce que les cancers sont des maladies qui sont hétérogènes. Ce sont des maladies qui sont hétérogènes d'un organe à l'autre, et même au sein d'un organe donné. Et donc, ça nécessite des traitements qui sont plus ou moins personnalisés. Et la R&D en cancérologie a fait des progrès qui sont hétérogènes. Elle a été très performante dans certains cancers et puis beaucoup plus en difficulté dans d'autres cancers. Alors, la discipline de l'oncologie, c'est-à-dire la cancérologie, qui a progressé en premier, c'est justement celle où les cancers sont homogènes, c'est l'hématologie, c'est-à-dire les leucémies et les lymphomes. Et elle a souvent été à l'avant-garde des progrès pharmaceutiques. Alors aujourd'hui, la cancérologie, c'est devenu un truc hyper important pour l'industrie pharmaceutique. À peu près entre un quart et un tiers des nouveaux médicaments autorisés chaque année sont des anticancéreux. C'est le premier marché pharmaceutique mondial, donc c'est quelque chose comme 170 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires pour un marché pharmaceutique mondial qui doit être à 1100 milliards. C'est une perspective de croissance importante pour la pharma. Enfin, voilà, le cancer, c'est devenu vraiment le marché où quasiment tous les pharma essayent d'aller. Ils progressent, mais ils progressent plus lentement. Vous voyez la progression là, en 30 ans. Alors la mortalité par cancer baisse, mais c'est quelque chose qui se fait avec une pente qui est très, très molle. Si on additionne les progrès faits par la révolution cardiovasculaire et la lutte contre les cancers, on voit, comme je vous l'ai dit déjà 3 ou 4 fois depuis le début de la présentation, que vous avez une poursuite de la progression de l'espérance de vie à peu près linéaire dans à peu près la plupart des pays, avec ce même rythme de 4 mois par an, qui fait que l'espérance de vie après la Deuxième Guerre mondiale
va passer de 65-70 à entre 78 et 88 dans les pays occidentaux. Alors, ça a aussi été associé à un phénomène que les démographes ont beaucoup étudié qui s'appelle la compression de la courbe de mortalité ou la rectangularisation de la courbe de survie. Donc, vous voyez que c'est un schéma. Sur la courbe la plus à gauche, vous aviez un aspect à peu près linéaire avec une probabilité de mourir qui était à peu près la même à chaque âge de la vie. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On doit s'attendre à mourir entre 65 et 90 ans dans la plupart des pays. Et donc, vous avez une courbe de mortalité qui est plate et faible jusqu'à l'âge de 65 ans. Et après, la probabilité de mourir s'accélère. Et encore une fois, la plupart des morts aujourd'hui sont concentrées après l'âge de 65 ans. Ça, je vais passer là-dessus. Alors ça, c'est pour illustrer quelque chose que les actuaires connaissent très bien, qui est la loi de Gompert. Et donc, la loi de Gompert, c'était un actuaire parce qu'il était juif, donc il n'avait pas eu le droit d'aller à l'université, mais c'était un très bon mathématicien. Donc, il s'était obligé à faire de l'actuariat. Il avait recueilli des masses de données pour démontrer que, alors ça c'est sa publication en 1825, pour démontrer que la mortalité augmente avec l'âge. Ça fait rire tout le monde, mais de façon exponentielle. Et donc, c'était quelque chose pour lequel on pouvait avoir une intuition, mais lui l'a démontré empiriquement. Et donc, c'est quelque chose qui se vérifie encore très bien aujourd'hui, à savoir qu'une fois que vous avez dépassé la période de l'enfance et de l'adolescence, vous avez une probabilité de mourir qui augmente de façon exponentielle, elle double tous les 8 ans. Et donc, quand vous en faites la représentation logarithmique, vous arrivez évidemment quasiment à une ligne droite. Ça, c'est le cas de la France. Alors, malgré ces progrès, il y a plein de problèmes en lien avec la santé humaine et je pense qu'on peut les regrouper en 3 grandes classes de problèmes. Le premier problème, c'est le coût de la santé. Ça, c'est une représentation graphique des pays de l'OCDE qui montre les dépenses de santé en pourcentage du PIB annuel pour les pays de l'OCDE. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de grande différence finalement et que la plupart des pays dépensent entre 6-7 points de PIB et 11-12 points de PIB. Donc, c'est plus ou moins homogène. Vous avez un pays aberrant qui est les États-Unis, qui est à 17, quelque chose de points de PIB pour la santé à cause d'un système qui est naturellement dysfonctionnel et pervers et dont ils ne sortiront probablement jamais, en tout cas on ne verra pas ça vivant. Mais toujours est-il qu'aucun pays n'est vraiment content de ses dépenses. Alors ça, c'est une loi d'un économiste néerlandais que j'aime bien, qui s'appelle Jacques van der Gaag, qui n'est pas très connu, qui lui a bien montré qu'il y avait une corrélation justement entre les dépenses de santé et le PIB et que les variations de dépenses de santé d'une année sur l'autre d'un pays donné étaient essentiellement déterminées par les variations de PIB. Donc une fois que les pays ont trouvé leur taux de croisière et qui décident de dépenser 8%, 10% ou 12% de leur PIB pour la santé, et ben finalement ça reste parfaitement stable parce que notamment les dépenses de santé sont régulées et elles sont finalement indexées sur la croissance. L'évaluation économique est justement de la santé est justement née du fait que à partir des années 50-60, la santé commence à coûter cher, on commence à la mesurer et du coup les États s'en préoccupent et ils essayent d'avoir une régulation intelligente. Et donc, la régulation économique est la seule régulation intelligente possible pour les dépenses de santé. Et donc, c'est là que la discipline se développe sur le plan scientifique. Donc, ça se développe à peu près au milieu des années 70. Et c'est quelque chose qui a progressé, y compris jusqu'à aujourd'hui. Pour autant, encore une fois, aucun pays n'est complètement content de ses dépenses. Tous les gouvernements ont peur qu'il y ait un dérapage des dépenses de santé qui adoptent une croissance supérieure à la croissance de leurs moyens, c'est-à-dire à la croissance du PIB. Et donc, ça, c'est les croissance de dépenses de santé pour certains pays. Donc, vous voyez que la France et le Royaume-Uni, c'est 2 courbes qui sont quasiment parallèles. Le Royaume-Uni est un peu plus radin que nous en termes de dépenses de santé. Jusqu'en la pandémie, ils s'en vantaient et estimaient qu'ils étaient plus efficients. Depuis la pandémie, c'est une autre histoire puisqu'on a vu les limites d'un sous-financement d'un système de soins. Aux États-Unis, c'est une courbe qui est beaucoup plus élevée. Pour des raisons qui sortent un petit peu du cadre de la présentation, les Américains dépensent plus que nous pour leur santé et malgré ça, ils ont un moins bon accès. Il y a 1 million d'Américains qui n'ont pas de couverture santé et ils ont un moins bon résultat puisqu'ils ont une espérance de vie qui est la 2e plus faible de l'OCDE. Le deuxième problème de la santé humaine à l'échelle mondiale, c'est qu'il y a des inégalités de santé, évidemment, et ces inégalités sont aujourd'hui des inégalités qui sont très fortement socialement déterminées. Et donc, les inégalités sociales ont remplacé les inégalités naturelles dont je parlais au tout début de la présentation. Alors ça, c'est un travail américain
d'un économiste extraordinaire qui s'appelle Raj Chetty, qui travaille à Stanford avec des méthodes de big data et qui a publié un travail en corrélant les revenus des Américains avec leur longévité. Et alors, il a validé une loi qu'on connaissait depuis longtemps, qui est la loi de Villermé, qui est une loi qui formule que le capital économique prédit la santé. Mais ce qui est particulièrement fascinant, je trouve, dans ce travail, alors vous voyez, il y a les courbes des hommes et des femmes, et vous voyez que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, ça c'est une constante du XXe siècle, y compris aux États-Unis. Mais vous voyez qu'il a montré que la corrélation existe percentile par percentile. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rentrez dans le percentile suivant des revenus, vous améliorez votre probabilité de vivre plus longtemps, statistiquement également. Donc, il n'y a même pas une poche pendant laquelle les revenus évoluent, mais la santé n'évolue pas. À chaque fois que les revenus évoluent un peu, vous avez un avantage statistique comparatif par rapport au percentile précédent, y compris très bas et y compris très haut. Ça, c'est la même courbe, ou plutôt, c'est le même travail en Scandinavie, c'est-à-dire en Norvège. Et donc, il y a deux faits importants. Le premier fait, il y a trois faits importants. Le premier fait, c'est que là encore, les femmes vivent plus longtemps que les hommes en Norvège. Le deuxième fait, c'est que en Norvège aussi, qui évidemment est un État scandinave, donc un État pro-social, contrairement aux États-Unis, et ben, en Norvège aussi, vous avez une corrélation entre le capital économique et la santé, malgré le fait que ce soit un État beaucoup plus pro-social que les Américains. Par contre, vous avez une différence importante, c'est que la courbe n'est pas linéaire, c'est une espèce de logarithme. Ça traduit un phénomène bien connu qui est que la santé suit des rendements décroissants. Donc au début, c'est facile d'aller chercher de la santé, et puis après, ça devient plus difficile, vous arrivez presque vers une asymptote. Et donc ça, c'est la différence justement entre l'État pro-social qui est la Norvège, où vous avez un logarithme, et l'État américain où c'est linéaire et où vous progressez un petit peu toujours au même rythme, alors qu'en Norvège, on progresse très vite au début, dès qu'on a un petit peu plus de revenus. Ça, c'est pour montrer que pour les hommes comme pour les femmes, y compris en Norvège, vous avez une divergence des deux courbes entre le quartile inférieur et le quartile supérieur. Et donc, ça traduit le fait qu'en Norvège, mais c'est aussi le cas aux États-Unis et c'est probablement aussi le cas dans d'autres pays, vous avez une majoration des inégalités sociales de santé. À savoir que, excusez-moi, je reviens là-dessus, dans les quartiles inférieurs, l'espérance de vie ne progresse plus beaucoup, ou quasiment plus du tout, alors que les riches continuent à voir leur santé s'améliorer. C'est ça l'aggravation des inégalités sociales de santé. Et ça, c'est la comparaison entre les États-Unis et la Norvège. Et donc, ça illustre ce que je vous ai dit. Il y a une courbe qui est linéaire, il y a une courbe qui est un peu pseudo-logarithmique, et à la fin, les courbes convergent. Donc, les riches mondiaux forment une espèce d'élite homogène qui peut toujours se payer de la bonne santé, pas seulement parce qu'elle a un accès aux soins, mais aussi parce qu'elle se comporte de façon plus vertueuse, etc., et que son environnement est moins toxique. Par contre, quand vous êtes pauvre, là, c'est un club qui est beaucoup plus hétérogène. Chacun est pauvre et malade à sa manière, et ça dépend beaucoup plus de la géographie quand vous êtes pauvre, alors que quand vous êtes riche, où que vous soyez, vous avez une espérance de vie qui est à peu près maximale. Le troisième problème de la santé humaine mondiale, c'est l'émergence des nouveaux risques et surtout l'énorme réservoir de maladies chroniques. Aujourd'hui, 80% des adultes, des personnes dans le monde peuvent s'attendre à mourir d'une maladie chronique, y compris dans les pays les moins riches. Et ces maladies chroniques sont partiellement liées à l'âge, mais sont aussi un effet des patterns de nos sociétés, avec notamment des sociétés qui produisent du risque, et qui produisent du risque environnemental et du risque comportemental, lesquels eux-mêmes sont à l'origine d'une quantité considérable du fardeau de la santé mondiale, à la fois en termes d'années malades ou d'années de vie perdues. Alors, il n'y a aucune surprise derrière ça. Les facteurs de risque sont les classiques, donc la sous-utilisation de notre corps, la mauvaise alimentation à la fois quantitativement et qualitativement, le tabac et l'alcool. Et donc, ces 4 facteurs de risque archi-classiques et archi-connus expliquent à peu près 80% des 4 principales maladies, donc le cardiovasculaire, le cancer, mais aussi le diabète. Il y aura bientôt à peu près 500 millions de diabétiques dans le monde, ou les maladies respiratoires, notamment la BPCO du tabagique, mais aussi l'asthme ou les autres formes d'allergie respiratoire. Et donc ça, c'est une visualisation du paysage mondial des maladies, avec 3 types de maladies. Les maladies en vert, c'est tout ce qui est lésions, blessures, violences.
Donc ça, c'est des maladies qui sont plutôt stables ou un peu en baisse. Les maladies rouges, c'est les maladies microbiennes, ça, elles sont clairement en baisse. Et les maladies bleues, c'est les maladies chroniques. Et donc là, vous avez un nombre total de maladies chroniques dans le monde qui augmente et même qui explose, à la fois par un effet de taille et d'âge de la population, mais aussi pour certaines d'entre elles, parce qu'on a une surproduction de ces maladies chroniques à cause des deux déterminants environnementaux et comportementaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un travail d'une équipe de l'OMS que j'aime beaucoup, qui a essayé d'estimer la part du fardeau environnemental dans le fardeau total des maladies. Donc, l'unité de mesure, la métrique, c'est les DALI. DALI, c'est pour Disability Adjusted Life Years. Et donc, c'est une addition des années de vie perdues et des années de vie malades. Donc, c'est une bonne mesure du fardeau total, à la fois les années de vie malades et les années de vie perdues. Et donc, ils ont pris une liste de la plupart des maladies fréquentes. Et pour chaque maladie fréquente, en fonction des données de la littérature scientifique, ils ont estimé quelle était la part environnementale de ce fardeau. Et donc, vous voyez que vous avez des maladies très différentes les unes des autres. Tout en haut, vous avez les accidents vasculaires cérébraux et tout en bas, vous avez les maladies maniaco-dépressives bipolaires, c'est-à-dire la bipolarité, patient maniaco-dépressif. Et à chaque fois, vous avez une part du fardeau qui est liée à l'environnement. Donc, 42% pour les AVC, 35% pour les infarctus, 57% pour les diarrhées, mais aussi 11% pour la maladie bipolaire, quelque chose peut-être auquel on ne s'attendait pas. Excusez-moi. Bon, ça, c'est une représentation des différents pays du monde pour faire passer un message important qui est que le fardeau environnemental en général est quelque chose qui est très corrélé au développement. Quand le PIB des pays augmente, le fardeau environnemental a tendance à baisser. La pollution augmente dans le monde parce qu'il y a de plus en plus de pays qui se développent, mais elle baisse dans les démocraties à revenu élevé. Et le fardeau environnemental en général, lui, il baisse au fur et à mesure que les pays se développent parce qu'ils ont les moyens de lutter contre le fardeau environnemental. Alors, du coup, ce qu'on a appelé la rétrogression dans le livre, c'est une baisse de la santé. Excusez-moi 2 secondes. Et ça a commencé aux États-Unis. Alors, l'espérance de vie donc aux États-Unis avait commencé à baisser. C'est avant le Covid-19. Et donc, c'est quelque chose qui a été montré. Donc, en 2014, il y a eu un plateau. Et en 2015, 2016, depuis 2017, il y a eu une baisse de l'espérance de vie 3 années de suite. Ça a été montré notamment par des économistes que je vais vous montrer après. Ensuite, c'est reparti un peu, et puis après, avec le Covid-19, ça a été catastrophique. Donc, la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis, ça a commencé après 2010, mais avant le Covid-19, et c'était un phénomène qui était inédit depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc ça les a beaucoup choqués. Donc ça, c'est Anne Case et Angus Deaton, qui sont en couple dans leur vie normale, et qui sont tous les deux universitaires. Angus Deaton a eu le prix Nobel d'économie en 2015. Alors, bien que ce soit des économistes, ils ont énormément étudié la santé. Et donc, ils ont publié un premier papier en 2015, qui montrait déjà qu'il y avait une augmentation de morbidité et de mortalité. Et ensuite, ils ont étudié l'espérance de vie. Alors, ce qu'ils ont montré de particulièrement frappant, qui n'est pas beaucoup étudié en dehors des États-Unis, c'est que l'augmentation de mortalité avait concerné un groupe social qui était les Blancs non éduqués. Et que c'était tellement important que ça retentissait sur l'espérance de vie générale de tout le pays, c'est-à-dire les Blancs, mais aussi les non-Blancs. Donc, vous voyez les courbes de mortalité des différents pays. Et donc, vous voyez que la seule courbe qui remonte à partir de 2000, c'est les USW, c'est US White. Et donc, ce groupe a vu sa mortalité augmenter. Et donc, ça montre ça aussi, mais par cause. En plus, je n'ai pas la droite de l'écran, donc je ne reviens pas dessus. Long story short, comme disent, le message, c'est qu'il y a un groupe social aux États-Unis qui sont les Blancs non éduqués, donc non diplômés, qui ont de plus en plus attenté à leur propre santé avec 3 causes principales qui sont l'alcool, les suicides et les drogues, et qui ont commencé à aggraver considérablement leur mortalité, notamment leur mortalité de milieu de vie. Et ça a statistiquement diffusé sur l'ensemble des Blancs, y compris les diplômés, puis sur l'ensemble de la population américaine, de telle sorte que l'espérance de vie a baissé aux États-Unis 3 années. C'est ça qui s'est passé.
Et donc, vous voyez que ce graphique montre ça. Donc, en bleu, vous avez les hispaniques. En bleu, un peu au-dessus, vous avez les blancs non hispaniques, mais en général, vous avez les noirs pour lesquels l'espérance de vie s'améliore. Et vous avez les blancs non diplômés pour lesquels, là, pour le coup, la mortalité augmente, ce qui a, encore une fois, une répercussion statistique nationale. Alors, ça a été en plus très controversé politiquement parce que ça a été interprété à tort comme le fait que les Blancs allaient moins bien que les Noirs aux États-Unis, et alors qu'Angus et Deaton et Anne Case ne voulaient pas du tout dire qu'il n'y avait pas de discrimination de certaines populations minoritaires, mais sur le plan de la santé, c'était comme ça que ça se passait. Ça, c'est une carte qui illustre le fait que la santé aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très hétérogène. Et donc, vous voyez qu'il y a seulement 2 États dans lesquels l'excès de mortalité n'a pas augmenté entre 2010 et 2017, dont la Californie. Mais ça fait longtemps que la Californie n'est plus vraiment un État qui reflète les États-Unis. Et on pourrait même dire que ça fait longtemps que les États-Unis ne sont plus vraiment un pays. Alors, il n'y a pas que les États-Unis qui ont réussi à détériorer leur espérance de vie, il y a aussi l'Angleterre. Et donc là encore, avant le Covid-19, les Anglais avaient fait augmenter leur mortalité infantile et avaient donc fait stagner leur espérance de vie. Les démographes et les épidémiologistes anglais l'avaient remarqué. Et donc, ça a été complètement démasqué pendant le Covid. Et donc, les Anglais ont perdu beaucoup plus d'espérance de vie que les Français pendant le Covid. C'est plutôt 1 an et demi à peu près, lié au fait qu'ils ont moins bien géré probablement l'épidémie, mais qu'ils avaient une santé qui était très fragile. Alors, il y a 2 derniers problèmes. Le premier problème, c'est le changement climatique. Le changement climatique, c'est un exacerbateur de risque environnemental. C'est quelque chose qui augmente certains risques environnementaux non spécifiques. Il n'y a aucun risque sanitaire spécifique du changement climatique, mais par contre, il y a une aggravation potentielle de beaucoup d'autres risques environnementaux. Donc, les canicules augmentent les maladies cardiovasculaires, la pollution a plus d'effets respiratoires, les épidémies sont plus probables, certains virus deviennent présents dans certaines régions alors qu'ils étaient absents parce qu'il y a des variations de température, etc., etc. Et on pense que le changement climatique va avoir un impact sanitaire négatif dans l'ensemble, évidemment, même si ce sera très hétérogène. Et puis le dernier problème, évidemment, c'est les infections émergentes. Alors, pour l'ironie, on voit qu'au milieu des années 70, donc après 20 ans de développement antibiotique intensif, il y avait une croyance forte. Donc, vous voyez, ça, c'est des déclarations de grands infectiologues, dont certains ont même eu le prix Nobel, qui croient authentiquement qu'ils sont en train de faire disparaître une spécialité qui est la maladie infectieuse, parce qu'ils sont en train de faire disparaître les microbes. Et puis, vous voyez que quelques années plus tard, même pas, vous avez la première publication dans le New England Journal of Medicine des premiers cas de sida à San Francisco, qui prouve que les maladies microbiennes étaient loin d'être éteintes. Ça, c'est un papier dans Nature qui montre qu'il y a eu une augmentation linéaire, décennie par décennie, après la Deuxième Guerre mondiale, des nouveaux pathogènes émergents, quelque chose qui a été relativement ignoré et que maintenant, plus personne n'a envie d'ignorer parce qu'on s'est pris une pandémie dont on n'avait pas idée. Et ça, c'est Anthony Fauci, que vous avez probablement vu plein de fois depuis le début de la pandémie. C'est quelqu'un qui est hyper compétent, hyper gentil. Quand il est arrivé à la tête de l'Institut des maladies infectieuses américaines, il a pris une carte du monde et il a spoté sur cette carte les foyers à risque. Et donc, il y avait un foyer, c'était le foyer de VIH en Afrique. Et puis, chaque année, il a actualisé sa carte et sa carte aujourd'hui, ça donne ça. Donc, c'est pour montrer à quel point il y a plus d'agents pathogènes dans le monde. Je vais passer là-dessus aussi, et je vais finir avec la prospective, et ensuite il y aura les questions. Donc, quels sont les scénarios pour le futur de la santé mondiale? Schématiquement, il y en a 3, dont en fait 2 qui sont vraiment crédibles et qui probablement fusionnent pour en former qu'un. Le premier scénario, c'est le scénario où l'espérance de vie va arrêter d'augmenter au rythme auquel elle a augmenté pendant 270 ans et qu'elle va stagner, voire baisser. Le deuxième scénario, c'est un scénario plus optimiste que beaucoup de démographes soutiennent, qui est qu'on a toujours dit que ça allait ralentir, ça n'a jamais vraiment ralenti. Et donc, finalement, le progrès technologique et la volonté des humains de vivre toujours plus longtemps va continuer à se manifester dans les statistiques de longévité. Et puis, le troisième scénario, c'est le scénario transhumaniste, qui disait qu'au contraire, on allait avoir une accélération du progrès avec le premier homme qui va vivre 200 ans et des années, des choses comme ça. Et c'est un scénario qu'on entendait beaucoup avant la pandémie et qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui, ce qui, à mon avis, n'est pas une mauvaise chose. Donc celui-là, aujourd'hui, plus personne n'y croit vraiment, pour plein de raisons. Enfin, en tout cas, beaucoup moins de monde y croit probablement. Et la plupart des démographes pensent qu'on va être sur un mix entre le scénario de ralentissement et le scénario où on va continuer à progresser avec peut-être plus d'irrégularité dans le temps
et peut-être aussi des irrégularités entre les différentes géographies, avec des pays mieux dotés qui vont continuer à accroître leur longévité et des pays moins développés qui vont avoir plus de difficultés à accroître leur longévité, notamment les pays de milieu de développement qui ont des systèmes de soins qui ne sont pas du tout conçus pour lutter contre les maladies chroniques. Voilà, je vous remercie, j'ai fait 1 heure, je crois, donc c'est pas trop mal. Merci beaucoup, Jean-David. Alors, en fait, il n'y a pas eu de questions préalablement posées à Jean-David. Alors, attendez, je vais peut-être aussi réactiver les micros, sinon ça ne va pas être possible. Au secours, je ne sais plus comment on réactive les micros. On y arrive tout seul. Hein. Ah oui, formidable, formidable. Merci Gérard. Donc, en tout cas, je ne sais pas si, comme moi, vous avez beaucoup aimé la présentation de Jean-David. Elle est parfaitement éclairante, éclairée et éclairante. Et puis, elle est bien sûr, elle résonne d'une actualité brûlante et vécue désormais et malheureusement depuis 3 ans. Yves, tu lèves la main, donc si tu veux t'exprimer, je t'en prie, à toi l'honneur. Bonsoir à tous. Merci pour l'exposé qui est assez limpide, sauf que, bon, on aimerait que vous allez distribuer le diaporama, le mettre à disposition, avoir des traductions de certaines maladies de tableaux que vous nous avez présentés. J'avais une question quand même, compte tenu de débat actuellement aux élections présidentielles, d'identité nationale et tout ça, le rôle des hôtels-dieux dans la santé humaine, parce que c'est une forte tradition de la religion judéo-chrétienne, entre autres. Quel a été l'impact, on en voit un peu partout, ici ou là en France, en termes sanitaires? Est-ce que la France est singularisée par rapport aux autres pays d'Europe qui n'avaient peut-être pas un réseau aussi dense que celui de la France? Donc, quel a été le rôle de l'institution Hôtel-Dieu au pluriel qu'on a vu fleurir depuis le Moyen-Âge et après surtout? Alors, je n'ai pas compris si vous parlez de la période actuelle ou du passé. Du passé. Du passé. Alors, bon, et qu'est-ce que vous voulez dire par Hôtel-Dieu? Parce que vous n'en avez pas parlé, donc je pense que les Hôtels-Dieu, c'était les… parce que vous avez fait allusion quand même aux données essentiellement paroissiales, donc qui dit paroisse dit religion chrétienne, etc. Et donc, je sais que, mais je ne suis pas un spécialiste, que les clergés ont été très, très influents pour soigner la population à une certaine époque, de par cette organisation qui était assez unique par rapport peut-être à des pays qui ne sont pas de religion et de tradition chrétienne. Ah ouais. Alors, je ne connais pas bien, honnêtement. Je n'ai pas trouvé de données là-dessus, en tout cas, ce que je peux vous dire. Ce dont on est à peu près sûr, c'est que la médecine a été très inefficace jusqu'au 19e. Alors, c'est paradoxal dans le sens où, à partir du 19e, la médecine a commencé à énormément progresser dans la compréhension des maladies. Et là, pour le coup, la France était le centre du monde. L'école de médecine de Paris a été créée en 1794 et jusqu'au milieu du 19e siècle, elle faisait complètement autorité dans le monde. Les médecins américains venaient se former en France, truc qui est complètement impensable aujourd'hui. Les médecins américains venaient se former en France et quand ils rentraient aux États-Unis, ils pouvaient augmenter leurs honoraires en disant qu'ils avaient été formés en France, donc que c'était des meilleurs médecins qu'il fallait payer plus cher. Et donc, cette médecine à la française, elle a été incroyable. Donc, tous les champions qu'on connaît, Laennec, Bichat, Trousseau, etc. Donc, eux, ils ont énormément apporté à la compréhension des maladies. Mais par contre, leurs effets thérapeutiques étaient très faibles. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont perdu en influence au milieu du 19e siècle et que l'influence s'est déplacée non plus à la clinique, mais dans les laboratoires. Et donc, c'est Claude Bernard puis Pasteur qui ont finalement été à l'origine des progrès suivants, puisque en allant au laboratoire et en identifiant les microbes grâce à des méthodes, ils ont pu donner les bases pour lutter contre les maladies microbiennes. Le rôle précis des hôtels-dieux au sens religieux, je ne sais pas du tout. Probablement, statistiquement, ce n'était pas très important. Après, du point de vue du service sociétal, c'était peut-être quelque chose, mais je ne sais pas. Une autre petite question, j'ai vu subrepticement, vous êtes allé vite à la fin, passer des diapositives qui concernaient l'affaire du Covid-19 en France. J'ai vu un 9,2%, je ne sais plus à quoi ça correspondait. Oui. Que vous vouliez relativiser, parce qu'on en fait tellement sur le Covid.
Et Non, le Covid-19, c'est un choc épidémiologique. Beaucoup plus grave en termes de mortalité. On en fait tellement tout un truc que c'est normal qu'il y ait des réactions épidermiques, y compris dans la rue, comme actuellement, parce qu'on n'en peut plus. Mais là, je voudrais quand même avoir, et vous avez passé très vite, c'est dommage, sur le diaporama là-dessus. Je crois que j'ai vu, vous aviez prévu quelques diapos sur le Covid-19 en France ou peut-être en Europe. Oui, alors il y a un document que j'ai référencé donc, dans le diaporama, qui est un travail de l'INED, qui explique très bien tout ça. Et donc, qui vous dit que l'impact de la pandémie en France, c'est plus 9,2% de mortalité. C'est une personne sur 1000 qui est morte du Covid. Et ça donne une espérance de vie qui a chuté de 5-6 mois selon le genre. Dans d'autres pays, c'est plus. En Angleterre, c'est plus. Donc, c'est 1 an et quelques. Aux États-Unis, c'est 1 an et demi. En Afrique du Sud, c'est 2 ans et demi. Donc, oui, en termes d'espérance de vie, la France a beaucoup moins perdu que d'autres pays. Mais 6 mois, c'est énorme quand même. D'ailleurs, les auteurs de ce rapport disent ça. Alors, c'était un rapport qui est sorti en mai 2021 pour les données de 2020. On n'a pas encore les données de 2021. Excusez-moi, plus 9,2% de quoi? Mortalité. Ah, de mortalité. Ah oui. Ouais. Non, c'est énorme. Hein. C'est plus 10, enfin, c'est quasiment plus 10. Plus 10% de mortalité, c'est un truc que nous, on n'a pas connu de notre vivant pour la plupart d'entre nous. Mais c'est moins que plein de pays qui ont moins bien absorbé l'épidémie pour des raisons qui restent à déterminer, mais qui sont probablement liées à la gestion publique. En fait, Jean-David, il y a 2 questions qui me paraissent très intéressantes. L'une est formulée par Paul, qui a analysé apparemment avec précision la slide où vous montriez l'expérience de vie en France qui, dit-elle, a baissé entre 2010 et 2015. Et elle vous demande une explication. Si c'est non, il n'y a pas eu de baisse. Je ne sais pas de quelle slide on parle, mais je la laisserai. L'espérance de vie en France avant le Covid-19 n'a jamais baissé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, clairement, elle a stagné à certaines périodes. Et on n'est pas les meilleurs élèves de l'espérance de vie en Europe, et encore moins par rapport à ce qu'on dépense. Quel est le résultat de santé populationnelle de la France par rapport aux autres pays de l'OCDE, qui est un peu toujours les pays avec lesquels on se compare? La réponse est moyen. Et par rapport à ce qu'on dépense, c'est peut-être même moyen moins, puisqu'on est plutôt quand même dans les plus gros dépenseurs. Ce qui montre que il y a beaucoup d'autres déterminants que le système de soins à la santé d'une population. Et donc là, c'est là où on retombe sur le comportement, l'environnement. Donc en tabac, on est moyen. Alors le tabagisme a baissé en France. Dominique Seux a fait un édito là-dessus. On a perdu 1/4 de tabagisme en 5 ans. Mais bon, il y a l'alcool, il y a l'alimentation. Et donc il y a d'autres déterminants que le système de soins. Le système de soins, il absorbe les problèmes qui sont fabriqués en dehors du système de soins. Et je me permets de faire le porte-voix de Paul, puisque c'est elle qui vous exprimait cette question. Elle dit aussi, est-ce que vous pourriez nous parler de l'espérance de vie en bonne santé? Alors oui, l'espérance de vie en bonne santé, c'est quelque chose d'abord qui est difficile à définir. Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'il ne faut pas du tout avoir de maladie, ou est-ce qu'une hypertension contrôlée, c'est une espérance de vie en bonne santé quand même? Ensuite, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Et donc, on pense que nos statistiques sont moins fiables. L'espérance de vie, c'est relativement facile à mesurer maintenant, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est un peu plus subjectif, c'est un peu plus difficile à mesurer. Les données qu'on a, c'est que ça ne progresse pas beaucoup en France, mais il y a des données discordantes entre les différentes mesures. Moi, j'ai déjà trouvé des évaluations de l'INSEE qui étaient aux alentours de 65 ans. Et puis récemment, j'ai participé à un papier de recherche collaboratif où, pour la France, on était plutôt à 70. Donc, il y a des discordances entre les évaluations selon les méthodes. Et par contre, on pense que c'est quelque chose qui a peu progressé en France depuis 20 ans. Et donc là, il y a un signal. Il y a également une question, de mon point de vue, très intéressante sur le concept de One Health, One World, One Health. Donc, pour les béotiens, c'est problématique à la rencontre entre santé animale, santé humaine et santé environnementale. Peut-être pourrez-vous mieux le formuler ou de manière plus précise pour poser, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce concept, mais comment dire, on vous demande ce que vous en pensez vous-même et si cette approche holistique vous paraît porteuse de progrès et d'avenir. Donc effectivement, le concept d'une seule santé, ça veut dire que les 3 santés sont liées, la santé humaine, environnementale et animale, parce qu'on est dépendant de notre environnement.
l'environnement. Si les animaux sont éteints, eh ben, il y a plus de virus. Si l'environnement est détérioré, il se retourne contre nous. Donc, il y a des réciprocités partout entre les différents types de santé. Sur le plan conceptuel, il n'y a pas de doute sur le concept One Health. Évidemment que c'est un concept qui est pertinent et qui d'ailleurs n'est pas seulement pertinent, mais il est aussi efficient. Ça veut dire que si on améliore la santé d'un, on améliore un peu indirectement la santé de tout le monde. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de buzz géopolitique. Pourquoi pas? Pas de problème pour moi. Bah, on va voir s'ils le font. Mais oui, effectivement, il faut qu'on tende vers One Health parce qu'on profitera à la fois de l'amélioration des 3 types de santé, un peu par les mêmes mesures. Une autre question de mon point de vue aussi très intéressante de David qui pose la question de la répartition spatiale et l'espérance de vie, la répartition territoriale, devrais-je dire, les déserts médicaux, en fait. Donc, en quoi pensez-vous que ces déficiences de l'exhaustivité de la couverture médicale territoriale puissent impacter l'espérance de vie? Eh ben, c'est probable, mais ça n'est pas connu. C'est probable parce que, effectivement, alors c'est probable, mais ça n'est pas connu. Donc, ça n'est pas connu, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment estimé l'impact de la densité médicale sur la santé d'un bassin de population géographiquement lié. Il y a pas en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de données françaises, par exemple, sur le sujet, même si on a des données sur les disparités d'installation des médecins ou de présence des professionnels. En revanche, ce qu'on sait, c'est que, et ça c'est un fait du XXe siècle, l'espérance de vie à la campagne est inférieure à l'espérance de vie à la ville. Et donc, c'est complètement l'inverse de ce qui se passait au XVIIIe et au XIXe, puisque je vous ai dit que les villes étaient sales, toxiques, pauvres, pleines de microbes, denses. Et donc, avant, on vivait beaucoup plus longtemps à la campagne qu'à la ville. Depuis le XXe siècle, et notamment en France, c'est plutôt l'inverse. Et en France, vous avez 2 à 3 ans d'écart d'espérance de vie entre la campagne et la ville. Et aux États-Unis aussi. Donc, la santé rurale, c'est un problème, parce que les gens qui vivent en milieu rural sont en moins bonne santé, pour plein de raisons, et notamment parce que y a aussi des problèmes d'alcool, de tabac, etc., d'éducation à la santé. Est-ce que la présence d'un système de soins plus ou moins dense joue un rôle? C'est possible, mais on ne l'a jamais prouvé à ma connaissance. Alors, 2 questions qui me paraissent un peu complexes. Donc, je vais laisser les Guillaume. Donc, il y a Guillaume iPad et Guillaume Usan. Peut-être, Guillaume Usan, vous pouvez commencer à poser votre question. En tout cas, je vais simplement le lire. Est-ce que pardon, allez-y, je vous en prie. J'ai mis du temps à décocher mon micro. Merci pour la présentation très claire et très complète. C'est passionnant. J'avais une question par rapport au financement. Vu qu'on a vu l'exemple de l'Angleterre et notre exemple, chaque année, on nous dit qu'on a des difficultés à financer notre santé et chaque année, on restreint un peu l'accès aux médicaments et puis on restreint maintenant l'accès aux urgences pour d'autres raisons. Est-ce que ce risque de ne plus pouvoir financer notre santé et donc notre espérance de vie est dû à des abus ou la technicité qui permet d'avoir un meilleur diagnostic et accélérer le diagnostic, donc permettre une meilleure guérison? Est-ce que c'est la technicité ou est-ce que ce sont les abus qui font que la santé coûte plus cher et qu'on ne pourra pas forcément la financer? Non, c'est plutôt la technicité. On sait que le driver principal de hausse des coûts médicaux, ce n'est pas tant justement la taille et l'âge de la population, c'est le fait que les technologies médicales et la médecine en général coûtent de plus en plus cher. Alors Frédéric, il connaît ça par cœur avec la pharma, qui lui dit toujours que ça les vaut, même si parfois c'est un peu trop cher et qu'ils exagèrent. Mais en tout cas, clairement, la médecine au sens large devient de plus en plus chère. Et c'est un des drivers principaux de hausse des coûts. Si la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à se le payer? La réponse première, c'est évidemment, je ne sais pas et personne ne le sait. Et la deuxième réponse, c'est on n'imagine pas qu'à un moment, on empêche la santé d'être prise en charge. Donc évidemment que les gouvernements, même s'ils ont toujours eu peur que les coûts aillent trop loin, ils ne peuvent pas politiquement restreindre la santé. On ne baisse pas les budgets de la santé, et encore moins après une pandémie où tout le monde a été choqué. Donc je pense que les gouvernements vont continuer de lutter pour contenir les dépenses de santé, mais couvrir quand même toute la population.
et laisser en accès tous les progrès de la médecine qui vont continuer. Hein. Ça, c'est entre guillemets un problème. C'est que les pharma, en ce moment, sont très en forme. Depuis 5-6 ans, ils mettent 50 médicaments sur le marché chaque année. Et puis, il n'y a pas que les pharma, il y a aussi les technologies type dispositifs médicaux. Et plus l'intelligence artificielle qui va aussi vouloir prendre sa part du gâteau, ça va être chaud. Et puis, si vous me permettez, Jean-David, de rajouter mon grain de sel, il y a aussi quelques résistances à la réforme des structures de santé, notamment on pourrait faire de l'ambulatoire là où on fait de l'hospitalier, parce qu'il y a une rencontre des intérêts politiques qui sont également compréhensibles. Hein. C'est une critique, mais elle est constructive. Les coûts de santé liés aux médicaments eux-mêmes ne sont pas forcément les déterminants essentiels que l'on peut rencontrer lorsque l'on lit les médias ou lorsque l'on écoute les politiques. Il y a aussi, par exemple, pour être très clair, la résistance de maires qui peuvent vouloir, et c'est normal, conserver leur base électorale en sauvegardant les emplois, notamment à l'hôpital, et en ne faisant pas ce passage de l'ambulatoire, enfin de l'hôpital à l'ambulatoire. Donc, le problème est quand même compliqué, quoi, multifactoriel. Ouais, je suis d'accord. Oui, pardon. Bonsoir. Juste une question. Est-ce que les mesures de dépistage et est-ce que la médecine préventive ont démontré réellement, au niveau global, une efficacité? Alors, la réponse est oui, massivement. Vous savez, dans l'industrie de l'investissement, il y a deux trucs que vous n'avez jamais ensemble. C'est le faible risque et la rentabilité. Si vous investissez dans l'immobilier, vous avez un risque très faible, mais vous avez une rentabilité faible. Si vous investissez dans les startups technologiques, vous avez un risque qui est très élevé, mais par contre, si ça marche, vous ne faites pas plus 3% par an, vous faites x50. Et bien, la santé publique, c'est le seul domaine que je connaisse où l'investissement est à la fois certain d'être rentable et en plus très rentable. Et je pense que ça, c'est un malentendu économique majeur de la part des leaders politiques qui ne trouvent pas ça sexy, ne le défendent jamais. Et donc, je vous laisse regarder les programmes. J'espère qu'on va avoir des bonnes surprises, mais je vous parie qu'il n'y aura pas vraiment un politicien qui dira « moi, je vais avoir un programme de santé qui va être un programme de santé publique ». Alors, pourquoi ? Parce qu'un programme de santé publique, ça veut dire qu'il faut réprimer le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation, la pollution. Et donc, ça veut dire des taxes et des obligations, des trucs qu'ils n'aiment pas. Des trucs qu'ils n'aiment pas, alors qu'eux, ils préfèrent parler d'incentive économique, d'investissement, de technologie, de lutter contre les abus, ce que vous avez dit aussi. La ME, ça coûte 1 milliard par an, c'est-à-dire 0,4% du budget de l'assurance maladie. Oui, 1 milliard, c'est beaucoup, mais 0,4%, ça n'est pas prioritaire. Et encore, toute la ME n'est pas une fraude. Donc voilà, donc ils vont parler de choses comme ça, dont ils pensent que électoralement c'est efficace. Et en revanche, je n'en ai pas entendu beaucoup parler de ce qui est sanitairement efficace. Donc oui, la santé publique et la prévention, que ce soit par la lutte contre le tabac, l'alimentation néfaste, ou aussi certaines vaccinations, c'est quelque chose qui est diabolique sur le plan de l'efficacité populationnelle et qui en plus coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que les technologies médicales qui sont aussi nécessaires, mais qui sont... Ça demande des efforts. Ça demande des efforts aux populations et aux politiques. Non, moi, je pense que ça demande des efforts aux politiques, mais je pense que les populations sont prêtes. Parce que je vais vous dire, ce bouquin, j'ai fait au moins 15 déplacements en province qui m'ont changé en termes de type de population de mes voisins du 4e arrondissement. Bien sûr. Et tout le monde m'a dit la même chose, c'est on voit bien que ça ne va pas. Ça n'est pas logique. Notre environnement n'est pas bon, notre alimentation n'est pas bonne, et il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut que ça change. Donc moi, je pense que une grande partie de l'opinion est prête à entendre que ça ne va pas, et je pense que les politiques croient que la population n'est pas prête à l'entendre, donc ils disent on ne va pas leur parler de ça. Mais vraiment, je suis convaincu de ça. Moi également. Je continue juste un mot. Est-ce que les pays qui ont mis en place ces mesures, ces systèmes politiques, ont un coût de santé moindre et deux, des critères meilleurs en termes de résultats? La réponse est plutôt oui, mais c'est très difficile de discriminer ce qui est lié à tel ou tel truc. Ce qu'on peut dire, c'est que quand vous avez un programme focalement énergique sur... Parce qu'il n'y a aucun pays qui a dit on va tout faire. Mais par contre, il y a des pays qui ont dit nous, on va s'attaquer au tabac, ou nous, on va... Oui.
Mais quand ils le font, les indicateurs s'améliorent et donc les dépenses baissent. Mais ça ne peut être que focal. Il n'y a jamais un pays qui a dit « nous, on va tout faire ». Ok. Et je vous rappelle, pour terminer d'être provocateur, qu'il y a un pays qui s'appelle la Nouvelle-Zélande qui a décidé d'interdire le tabac après une certaine limite d'âge. Ils ont interdit le tabac. Vous avez entendu parler de ça. Et la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas un pays où tout est parfait. C'est un pays où ils ont eu un terrorisme hallucinant avec un raciste qui est allé dans une mosquée pour assassiner. Donc, ce n'est pas un pays de bisounours, mais ils ont quand même décidé d'interdire le tabac après une certaine tranche d'âge. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre topo. Je suis précipité pour lire votre livre. Guillaume, iPad, tu avais une question et tu n'as pas pu la poser. Je t'ai oublié dans la bagarre, donc je t'en prie. Merci, c'est gentil de prendre ma question. Donc, moi, je travaille dans la prospective, dans l'industrie pharmaceutique. Donc, forcément, moi, ce qui m'intéressait, c'était la dernière slide. Et je suis resté un petit peu sur ma faim. Donc, j'ai deux questions qui sont liées à la slide de conclusion. La première, c'est vous faites l'hypothèse que l'espérance de vie va au mieux modérément augmenter à l'avenir ou au pire revenir à son... Enfin, non, c'est le contraire. Va au pire être plus lente que le rythme historique et au mieux au rythme historique. Donc, je voulais savoir si ça c'était sous-tendu par des hypothèses dures. Enfin, qu'est-ce qui permet de dire qu'on va aller dans cette voie-là? Et la deuxième question qui est toujours liée à la même slide, je trouve que vous enterrez peut-être un petit peu vite les progrès biomédicaux. Alors, en faisant la distinction entre ce que les transhumanismes recherchent, c'est-à-dire qui est plus l'augmentation de la longévité et pas forcément de l'espérance de vie. Donc, c'est deux choses différentes. Et effectivement, avec toutes les innovations de rupture en train d'arriver, là aussi, qu'est-ce qui vous fait dire que l'augmentation de la longévité, à défaut d'espérance de vie, ne va pas pouvoir être un enjeu qui aura des échos favorables à l'avenir? Alors, pour les démographes, longévité et espérance de vie sont synonymes. Et je sais que dans le grand public, la longévité, c'est le fait de vivre très, très vieux, alors que les démographes, dans la majorité des articles, utilisent indifféremment les deux termes. Peu importe, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Ce que je vous dis d'abord, c'est ce que disent les démographes. Moi, je ne suis pas un spécialiste de démographie, mais les démographes ne croient pas, pour la majorité d'entre eux et pour les plus réputés d'entre eux, à un scénario d'accélération où on aurait une accélération des progrès qui fait que l'espérance de vie va continuer à progresser. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'ils se partagent entre un scénario modérément optimiste et un scénario plutôt pessimiste? Parce qu'il y a deux remarques. Premièrement, pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'ingrédients autour de nous qui suggèrent qu'on va avoir plein de problèmes. Parce qu'on a un réservoir de maladies chroniques qui sont là et maintenant, il faut se débrouiller avec. Et on peut développer la médecine pour essayer de lutter contre, mais ça ne marche pas toujours. Il y a des cancers contre lesquels on ne progresse pas. Or, ces cancers augmentent pour certains d'entre eux. Dans ma spécialité, le cancer du pancréas, qui est un cancer qui, à juste titre, fait peur à tout le monde. Donc, c'est un cancer dont l'incidence augmente et pour lesquels les progrès thérapeutiques sont quasi nuls. Donc, vous avez plein d'ingrédients déjà présents qui vont avoir un effet avec une inertie, donc des effets différés, qui vont être très difficiles à contredire et qui suggèrent qu'on va avoir des problèmes. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un truc qui est très important, mais qui est totalement occulté dans le débat public parce que ce n'est pas national, c'est les pays de milieu de gamme en termes de revenus ont des systèmes de soins qui ne sont pas du tout conçus pour absorber les maladies chroniques et pourtant, ils vont avoir à peu près autant de maladies chroniques que nous parce qu'ils ont absorbé notre mode de vie, ils ont imité notre mode de vie et donc ils ont aussi des maladies chroniques comme nous. Par contre, leurs systèmes de soins ne sont pas du tout équipés. Donc, dans ces pays, l'espérance de vie va peut-être baisser. Et si vous regardez les statistiques agrégées d'espérance de vie mondiale, vous allez voir un effet statistique à cause de ça. Alors, la deuxième remarque que j'avais, c'est que c'est très difficile de modéliser le futur d'une santé populationnelle parce que vous avez des impondérables, et on l'a vu depuis 2 ans. Personne n'avait internalisé dans les modèles démographiques une pandémie qui aurait fait à peu près 17 millions de morts. Là, on pense qu'en statistique officielle, on est à 6 et qu'il y en a en vrai 3 fois plus. Donc, personne, il y a 50 millions de morts dans le monde par an. C'est 1% de la population mondiale meurt chaque année, donc il y a un peu plus de 50 millions de morts par an. Donc, et en France, c'est pareil, c'est 1% de la population qui meurt chaque année. Donc voilà, donc c'est tellement multifactoriel que c'est très difficile à prédire, mais il y a tellement de problèmes qui sont déjà installés que
les démographes pensent que ça va être difficile de continuer à progresser. Il y a un dernier facteur qui est qu'il y a peut-être un plateau biologique de la longévité. Alors ça, c'est très... Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a deux types de communautés chez les démographes. Il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de plafond biologique. Et il y a ceux qui pensent qu'en gros, bon, au niveau où on est, la marge d'amélioration est trop minime, donc on va gratter des semaines de vie, mais on ne grattera jamais des années de vie comme on l'a fait. Donc c'est une question ouverte, et moi je vous ai rapporté le contenu des conversations scientifiques que les démographes peuvent avoir entre eux. Justement, c'était une question que je voulais te poser, que je voulais vous poser, pardon, mais vous avez donné la réponse. Il s'agissait, on avait invité le professeur Sicard, hein, qui est un spécialiste, puisque c'est le professeur, le président du comité national d'éthique et au collège de médecine, donc une première division, qui nous a exposé le fait que, selon lui en tout cas, on était programmé génétiquement pour vivre 120 ans maximum. Et qu'après, le logiciel ne fonctionnait plus. Donc, pour lui en tout cas, le transhumanisme est un doux rêve et un fantasme absolu. Oui, mais effectivement, il y a beaucoup de spécialistes qui pensent qu'il y a une programmation biologique un peu indépassable et que vouloir vivre 200 ans, c'est illusoire. C'est notamment attesté par le fait que depuis que Jade Calment est morte, Jade Calment, je crois qu'elle est morte en 97, il n'y a personne qui s'est approché de son corps. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et il n'y a personne qui s'est même, ne serait-ce qu'approché un petit peu. Les records de longévité aujourd'hui, c'est 112, 113, etc. Mais le 120, quelque chose qu'elle a fait, c'était un cas à part. Ouais. Alors que ça fait presque 30 ans. Peut-être aussi sur l'antibiorésistance, dont on dit que c'est là aussi un tsunami qui nous attend finalement plutôt sur courte période. Qu'est-ce qu'un spécialiste comme vous, bon, vous n'êtes pas président de la République, mais qu'est-ce que vous préconiseriez, puisqu'on voit bien que d'un côté, il y a une relative financiarisation du secteur biopharma, il faut quand même appeler un chat, et que les retours sur investissement attendus ne sont en tout cas aujourd'hui pas au rendez-vous, et que de l'autre côté, il y a une relative, on va dire, inertie publique. Alors, c'est facile pour moi de faire la mouche du coche, mais est-ce qu'un spécialiste comme vous aurait éventuellement une réponse à ça, qui va être un problème majeur? Oui. Alors d'abord, premièrement, c'est un énorme problème. Deuxièmement, c'est un problème dont maintenant les gens sont conscients depuis 10 ans à peu près. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un ancien dirigeant de l'EMA qui était parti dans l'industrie, qui s'appelait Thomas Landgren, je crois, qui avait fait une déclaration fracassante en disant on a perdu 20 ans, on n'a rien foutu. En gros, clairement, alors, juste pour expliquer pour les gens qui sont ici, les antibiotiques, ça ne colle pas du tout avec le modèle pharma. Parce que quand vous avez un nouvel antibiotique, la consigne, c'est de surtout ne jamais l'utiliser. Alors que les pharma, ils gagnent leur vie quand on utilise le plus possible leurs médicaments. Dans un cancer, si votre nouvelle chimiothérapie elle est géniale, tout le monde va l'utiliser, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez augmenter votre rentabilité et vous allez être récompensé du fait que vous avez développé une super chimiothérapie. À cause de la nécessité d'une épargne antibiotique, quand vous avez un nouvel antibiotique qui est formidable contre un germe résistant, on essaye de l'utiliser le moins possible. C'est complètement antinomique avec la nécessité de performance économique et donc le modèle ne va pas. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de littérature sur les modèles alternatifs. Clairement, c'est ça que les dirigeants devraient faire. Vous savez qu'il y a Carpenter à bosser là-dessus. Je vous enverrai les papiers si vous voulez, Frédéric. Mais voilà, le consensus, c'est le modèle ne va pas, donc il faut le changer. Donc il faut des incentives qui sont complètement différents, un peu comme les vaccins, avec des préachats. Vous avez un antibiotique qui va sortir, on vous en achètera tant de doses, vous n'aurez pas à vous soucier du chiffre d'affaires, vous l'aurez, mais il nous le faut. Et après, on se débrouille, et si on ne l'utilise pas, tant mieux, mais on vous garantit un revenu si vous développez tel type d'antibiotique. Et je pense que c'est inéchappable comme modèle. On doit faire quelque chose comme ça. Et à l'échelle de l'Europe, c'est encore mieux, parce que ça garantit, l'Europe, c'est 30% à peu près du marché pharmaceutique mondial, et ça garantit une taille de marché qui soit digne, et ça permet de mutualiser un peu les achats, ça permet de se mettre d'accord en fonction des besoins populationnels. Ça a été fait pour les vaccins, ils ont réussi à le faire, ils ont fait un achat groupé. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire pour les antibiotiques, et je pense qu'ils le savent un peu.
Alors, on parlait aussi peut-être un peu de la relative inertie des pouvoirs publics, en tout cas dans leur discours, qui pensent que c'est plus vendeur de s'attaquer à des problèmes que d'autres, comme celui de la sécurité sanitaire et de l'assainissement environnemental. On a presque un contre-exemple majeur qui est carrément un État presque coupable d'inertie face à la crise des opioïdes aux États-Unis. Comment vous l'interprétez, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une série, paraît-il, qui raconte ça de façon incroyablement parlante, qui s'appelle Dopsic. On sait assez bien, hein, ça a été un lobbying de certains laboratoires, il y en a un petit nombre qui ont d'ailleurs été identifiés et qui sont en train d'être gravement punis, un lobbying des laboratoires pour faire croire que ces produits étaient plus efficaces, non addictogènes, et donc il y a eu un problème d'offre. En face de ça, il y a eu aussi un problème de demande, avec une population américaine qui avait plus de problèmes de douleur que d'autres populations et qui donc était plus susceptible d'aller chercher des antalgiques. Alors, elle a plus de douleur physique parce qu'elle est plus obèse et elle a peut-être plus de douleur morale parce que cette partie de la population, comme j'ai dit tout à l'heure, est sous pression, comme peu de populations développées au monde. Et donc, quand vous avez une offre nouvelle qui rencontre une demande forte, ça fait un supermarché. Et donc, vous avez un pays qui se retrouve à déplorer chaque année entre 50 et 70 000 morts d'overdose aux opiacés, dont on ne sait pas très bien lesquels sont volontaires et lesquels sont involontaires. C'est très difficile à déterminer, celles qui sont des suicides ou celles qui sont des morts accidentelles. En France, il y a une hausse aussi de l'usage de certains opiacés, donc il faut être vigilant. C'est très américain, mais ça n'est pas seulement américain. J'ai oublié le nom de ce démographe, mais un démographe français, qui a dit que finalement, à travers la démographie, et donc en partie l'espérance de vie, puisque là je fais référence à ce que vous nous avez montré qui est très intéressant, c'est que finalement c'est ce qu'on appelait pendant la période électorale américaine la population des petits blancs, qui souffrent beaucoup plus que les autres. C'est vraiment, enfin pour moi c'était absolument inattendu quand vous l'avez présenté à l'ESCP. Et qui, lui, faisait le lien entre intention de vote ou géopolitique même et ces problèmes sociaux ou ces problèmes de dégradation de l'espérance de vie, de la qualité de vie et de… voilà. Alors, c'est sûr, ça a été montré dans plein d'études. Et nous, on a fait une étude française où on a montré ça aussi. Je vous l'enverrai si ça vous intéresse pour l'élection de 2017. Donc, il y a une corrélation très claire entre le vote républicain et le vote démocrate et l'état de la santé populationnelle. Et donc, clairement, les gens dont on parle, donc les petits blancs, non diplômés, qui ont une condition sociale et des perspectives sociales qui se détériorent, ça se recoupe très fortement avec l'électorat de Donald Trump par rapport à l'électorat démocrate, qui est un électorat qui, sanitairement parlant, d'une certaine façon, est privilégié. Donc, on l'a montré aussi en France. Ce qu'ont montré les études sociologiques derrière ça, c'est que c'était pas l'état présent des individus qui déterminait leur vote, c'était vraiment la perte de perspective sociale. C'était même pas leur état économique. C'était pas le fait qu'ils étaient plus ou moins pauvres. C'est le cas pour la santé, mais c'était pas ça qui déterminait le plus leur vote. C'était le fait qu'ils ne voyaient pas d'avenir. Et donc ça, c'est un truc qu'avait montré Piketty d'une certaine façon il y a 10 ans, hein, montrer que le rêve américain n'existe plus parce que… Pourquoi le livre de Piketty a marché plutôt? C'est pas parce qu'il a montré qu'il y avait des inégalités, c'est parce qu'il a dit aux Américains, bah, l'histoire qu'on vous raconte que vous êtes pauvre mais que vous allez pouvoir devenir riche, en fait, cette histoire, elle n'est pas vraie. Et c'est ça qu'ils n'ont pas aimé. C'est pas le fait qu'il y ait des inégalités, ils s'en fichent, au contraire. Ils trouvent ça génial qu'il y ait des milliardaires, les Américains. Par contre, si on leur dit qu'eux ne pourront jamais devenir milliardaires, alors ça, ils le vivent très mal parce qu'ils se bercent toute leur vie de cette possibilité qui est quasiment implausible. Et quand on leur dit que c'est plus possible, ils ne sont pas contents. Donc, ils achètent le livre de Piketty et ils prennent des opioïdes. Très bien. Jean-David, est-ce que dans l'auditoire, d'autres questions voudraient s'exprimer? Très bien. Bah, écoutez, de toute façon, on a eu un large échange. Moi, j'espère que vous avez trouvé les questions intéressantes. Moi, j'ai trouvé que pas mal de questions étaient tout à fait intéressantes et riches.
Puis on finit finalement sur une note qui est assez proche de notre vocation, hein, une note sociale, géopolitique, politique. En tout cas, mille merci de votre éclairage, du bon moment qu'on a passé en votre compagnie, qui éclaire aussi les problématiques actuelles, qu'elles soient au niveau politique, au niveau sanitaire, au niveau médical. Donc, merci beaucoup, Jean-David. Et puis, pour ce qui nous concerne, en tout cas, à très bientôt. Merci beaucoup, merci tout le monde. Bonne soirée et merci encore. Merci, à bientôt.